Écoutez, bienvenue à tous les trois. Bienvenue Matei, bienvenue Yvan, bienvenue Pascal. Merci d'avoir répondu du coup présent à cette invitation. On a un peu plus d'une demi-heure devant nous. On coupera peut-être parce que c'est vrai qu'on a eu un peu de problème avec notre intervenant précédent. Mais déjà, merci à tous les trois d'être passés. Le temps sur lequel on vous a invité, c'est un temps qui s'appuie vraiment sur peut-être quelque chose exclusivement de niche, hein, je ne sais pas, qui s'est passé quand même pendant le confinement, qui est qu'il y a eu un gros essor finalement de partage d'éléments, d'ouverture en tout cas des pratiques qu'on appelle de l'open science, de l'open source, du Creative Commons, donc tout un champ qui pouvait être assez méconnu peut-être pour certains d'entre nous, mais qui là du coup c'est assez affirmé avec cette période de confinement. Donc on a trois personnes qui ont répondu là-dessus. Je vais commencer par vous, Yvan, peut-être en quelques mots vous présenter et puis nous dire effectivement du côté de la recherche institutionnelle, est-ce qu'on a pu observer un essor, une approche différente en ce qui concerne l'open science, l'open source suite au confinement, ou est-ce que c'était déjà présent en amont? Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Yvan Boud, je suis chargé de mission au ministère de l'enseignement sup, de la recherche et de l'innovation. Et donc, je suis chargé de mission sur un objet qu'on appelle sciences et société. Et j'ai pris mon poste, en fait, il y a un mois tout juste. Donc, c'est ma première intervention sur ce domaine-là. Pour répondre à la question, oui et non. Je pense que la crise du Covid a surtout été un révélateur de pratiques qui existaient déjà. Et pas obligatoirement, ça a permis de mettre un focus en fait sur des pratiques qui existaient déjà. On sait par exemple que tout ce qui est la diffusion de la culture scientifique et technique, tout ce qui est la science ouverte, tout ce qui est les sciences participatives existait déjà, mais on a eu un véritable focus pendant ce temps de crise. D'ailleurs, il a été révélateur d'une double chose, à mon avis. D'une part, il a été révélateur, il y a un sondage, enfin une enquête Harris là, qui est sortie au mois de juin sur les rapports des Français à la science, qui a une vraie demande en fait et une vraie confiance des Français dans la science, dans les scientifiques, dans les recherches, que ce soit pour l'avenir, pour régler les problèmes, etc. Et d'un autre côté, on voit très bien que dans cette enquête, en fait, les Français ne comprennent pas ou ne maîtrisent pas obligatoirement quels sont les processus de la recherche et comment on peut interpréter les résultats et comment on peut s'informer sur tout le domaine scientifique. Ça, c'est le premier temps. Et dans un autre temps, on a vu aussi qu'il y avait eu une explosion durant cette période, une explosion de ce qu'on peut appeler les fausses nouvelles, les infox, les théories du complot, etc. Et au croisement en fait de ces deux choses, on retrouve une sorte de, à mon avis, une sorte de continuum qui a une sorte de niveau d'interaction entre science et société qu'on peut essayer de placer en fait sur trois plans. En amont, on va avoir en amont de la production des connaissances, on va avoir tout ce qui concerne effectivement les sciences participatives, que ça soit en fait qui sont très larges et qui peuvent aller du recueil des données jusqu'à la participation en fait à l'élaboration de la politique ou des priorités de la politique de recherche, comme on l'a vu notamment dans le cadre de la conférence citoyenne sur le climat où il y a à la marge en fait quelques propositions qui concernent directement la politique de recherche, qu'elle soit privée ou publique. Euh, Quelque part, à la confluence entre la production et la vulgarisation en fait des résultats et de la démarche scientifique, il y a la science ouverte. Donc en fait, mettre à disposition que ce soit les publications, les données, les laboratoires, etc., notamment à disposition de l'ensemble de la communauté scientifique. Et en aval de tout ce processus, en fait, il y a la diffusion d'une culture scientifique et technique. Et je crois qu'effectivement, la crise n'a pas obligatoirement multiplié vraiment les projets, mais leur a donné une visibilité beaucoup plus grande. Voilà.
Et du fait de cette visibilité, est-ce que du coup ça a un impact en sortie de confinement ou est-ce que c'est venu conforter quelque chose qui était C'est déjà pressenti avant? c'est venu conforter. Si on prend par exemple une loi dont on parle beaucoup et qui est en discussion actuellement et qui va d'ailleurs passer en Conseil des ministres hier, non c'était ouais, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, LPPR, par son petit nom, on voit très bien en fait que dans l'un des attendus et dans le rapport annexe, il y a vraiment au moins trois parties où on parle des liens entre recherche et société et où on insiste notamment sur ces trois niveaux d'interaction. Donc c'était quelque chose, en fait, la LPPR, elle est en discussion quand même depuis, enfin, elle est ouais, en discussion depuis, depuis pas mal de temps. Donc on voit bien, en fait, que c'était quelque chose qui était vraiment présent. Après, sciences participatives, diffusion de la culture scientifique et technique, sciences ouvertes, ça fait quand même pas mal d'années que c'est déjà dans les tuyaux. Alors effectivement, il va y avoir comment on dit, des moments d'aubaine, certainement. Il va y avoir certainement des crédits, que ce soit d'ailleurs au plan européen ou au plan français. Donc il va y avoir des matières en fait à lancer de nouveaux projets ou à continuer de poursuivre de nouveaux projets. Donc il y a un effet vraiment d'aubaine en fait de cette crise qui a vraiment révélé tout le potentiel, que ce soit le potentiel en fait de la recherche avec la société et que ce soit le potentiel de la demande de la société de participer ou d'être plus au courant en fait de l'évolution de la recherche. Est-ce que des chercheurs qui pouvaient regarder ça peut-être de loin encore aujourd'hui, est-ce qu'on a des équipes qui se disent bah tiens effectivement le confinement a permis d'accélérer les choses et certains qui n'osaient pas forcément sauter le pas parce que c'est aussi des nouvelles pratiques, des nouvelles démarches. Enfin se lancer dans les sciences et la recherche participative, c'est pas forcément quelque chose d'immédiat. Je sais même pas il y a des formations complètes aujourd'hui par rapport à ça. Donc est-ce que ça a fait sauter le pas à certains ou pas? Alors, sur le domaine spécifique des sciences participatives, je ne sais pas, mais par exemple, sur le domaine de la science ouverte, oui, clairement. Clairement, il y a eu, d'ailleurs, ça a été quelque chose qui a été aussi poussé par les différents puissances politiques ou gouvernements. C'est-à-dire qu'à un moment, on est tombé sur une crise sanitaire où on s'est dit que certainement, il serait beaucoup plus intelligent, en fait, de mettre beaucoup de choses en commun que ce soit des résultats, que ce soit des forces de calcul, etc., etc., pour essayer de trouver une solution. Donc effectivement, là, ça a été un vrai révélateur en fait. Sur la science participative, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une volonté dans la LPPR, par exemple, si on revient à la loi en discussion, il y a tout un volet où il est dit qu'il y aurait certainement des moments citoyens pour essayer en fait de mettre en place les grandes orientations de la politique de la recherche. Il y a une volonté en fait de mieux intégrer les sciences participatives, de mieux les encadrer, de mieux former. Vous avez raison d'ailleurs, hein. Et puis il n'y a pas que sur la science participative, c'est aussi sur la science ouverte ou sur la diffusion de la culture scientifique et technique. C'est pas le premier métier en fait d'un chercheur. C'est pas le premier métier d'un chercheur de valoriser auprès d'enfants ou d'autres publics en fait les résultats de sa recherche. C'est pas son premier métier de travailler avec des non professionnels de la science. C'est pas son métier de répondre à des médias, etc. Donc il y a tout un accompagnement, il y a toute une formation qui est nécessaire sur ce plan-là. Très bien. Et est-ce que on a parlé de la LPPR, effectivement. Là, bientôt, c'est l'Allemagne qui va prendre, voilà, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble bien, enfin, voilà, qui prend la J'ai présidence de appris l'Europe, d'ailleurs. qui a pris, exact, pardon, excusez-moi, qui a pris. Est-ce que quelle est la place de cette question de l'open science ou du partage ou des communs dans cette présidence? Est-ce que ça se traduit aussi au niveau de la recherche pour le coup? Ça Comment va s'organise? certainement, enfin là il vient de prendre, mais ça va certainement prendre une grande place. On sait très bien que sur certains aspects, l'Allemagne et d'autres pays européens d'ailleurs, ou non européens, sont plus en avance que nous. C'est aussi quelque chose qui se discute dans d'autres instances, c'est notamment le cas de l'UNESCO. Alors plus spécifiquement sur la science ouverte, mais on voit très bien qu'effectivement il y a on pourrait, enfin en tout cas c'est mon opinion personnelle,
Et puis, elle est certainement discutable. Mais on voit très bien, en fait, qu'il y a eu une sorte de révélateur de cette crise et qu'il y avait des choses qui étaient déjà, par exemple, la résolution que veut faire l'UNESCO sur la science ouverte. Elle en parle depuis 2-3 ans. Elle devrait sortir en 2021, je crois, si mes souvenirs sont bons, ou 2022, mais je crois que c'est 2021. Donc, on voit que tout ça prend en fait un temps, un peu comme le temps de la recherche, hein, que ça prend un peu du temps, mais que ça a vraiment été un révélateur et qu'il y a plein, et c'est quelque chose dont il faut se servir, en fait, à mon avis. Que ça a permis de mettre la lumière sur plein d'initiatives qui étaient prises, soit par des organismes de recherche, soit par des médiateurs, soit par d'autres structures associatives, privées, publiques. Et que justement, il y a certainement une sorte de continuum à construire entre ces différentes actions. Et on voit très bien, par exemple, qu'il y a beaucoup d'attendus sur sciences ouvertes, sciences participatives et CSTI, qui sont les mêmes. Si on reprend par exemple le Alors, rapport quand on dit CSTI, c'est culture scientifique, ouais, technique, industrielle, culture je le dis parce que des fois, les sigles, c'est voilà. et, Ok. et industrielle à la fin, et on voit que les attendus et les besoins en fait sont un peu les mêmes. Si on reprend le rapport participatif de 2019, on voit très bien par exemple qu'il y a une demande de lieu d'échange, il y a une demande de reconnaissance, notamment des acteurs scientifiques qui s'inscrivent en fait dans des démarches participatives, de sciences participatives. Il y a des demandes pour que la CERS prenne en compte ou mieux en compte en fait, que ce soit dans les projets d'établissement ou dans l'évaluation des chercheurs, toutes ces données-là. C'est des choses qu'on D'accord. retrouve aussi pour la science ouverte en fait. C'est aussi des choses qu'on retrouve pour la CSTI. Et certainement qu'il y a quelque chose de commun à construire autour de ces trois objets qui, si on réfléchit bien, en fait, se résume en développant les liens entre sciences, recherche et société, quoi, qui sont trois Très bien. objets d'une même grosse entité commune à ces trois choses. Alors, des lieux de culture scientifique, technique, industrielle, il y en a différents. Il y en a certains effectivement, qui ont été aussi révélés, qui sont dédiés au commun, qui sont notamment les Fab Labs ou en tout cas les réseaux de makers, qui sont aussi des lieux d'interface. Je me tourne là plus vers Matei. Du coup, je te laisse te présenter. Alors voilà, je vous tutoie parce que c'est vrai qu'il y a des gens qu'on connaît, avec qui on a discuté. Normalement, vous voyez, monsieur, si vous voulez bien vous présenter rapidement et puis peut-être là aussi dresser un portrait de cette question de la mise en commun, du travail collaboratif, de la création de commun pendant cette période de confinement sous l'angle fabrication. Merci François, merci aux organisateurs hein, de m'avoir invité, de me donner l'occasion un peu de raconter nos aventures de maker. Bon, il est vrai que je connais François parce que je suis enseignant-chercheur associé au CEREV à l'Université de Caen et coordinateur du conseil scientifique du réseau français des Fab Labs. Et donc, dans le cadre de mes aventures à Caen, on se croise souvent parce que je vais squatter le Dôme et le Fab Lab du Dôme avec mes étudiants pour les familiariser avec ces histoires de fabrication partagée, etc. Alors, je vais faire une très rapide introduction. Je vais essayer de ne pas être bavard comme un prof. Je vais d'abord essayer de vous raconter un petit peu, alors peut-être que certains d'entre vous ont un peu suivi cette histoire, mais donc ce qui s'est passé lors de la mobilisation des makers pour produire plein de dispositifs sanitaires, de santé, hygiénique, etc., des pousse-seringues, des visières, des choses comme ça. Je vais faire un plan en deux parties. Je vais faire court. J'ai oublié la troisième en route. Et une petite analyse de ces effets et des effets de cette mobilisation sur le contexte marchand, institutionnel et normatif. Et puis, j'essaierai de dresser quelques petites perspectives en conclusion. Et alors, en introduction, je voudrais juste revenir sur ces histoires de sciences participatives, sciences ouvertes. Est-ce que ça peut vouloir dire et la place des makers là-dedans? Pour un sociologue qui essaye d'être le plus bête possible, non pas pour se mettre à la hauteur des acteurs de terrain qu'il interviewe, mais pour se rappeler que lui-même, finalement, n'a pas forcément de légitimité absolue pour éviter le point de vue surplombant. Et donc, en essayant d'écouter ce que disent les mots, quand on entend sciences ouvertes et sciences participatives, on se dit c'est des redondances. C'est-à-dire, quelle est la science qui n'est pas participative et est-ce qu'on peut parler de sciences fermées? Alors, sciences fermées, on comprend très bien ce que c'est. C'est le développement du projet Manhattan. Quand on essaye de développer la bombe avant les nazis, il vaut mieux que la science soit fermée, qu'on ne mette pas les résultats à disponibilité sur le journal du soir.
Donc il y a évidemment dans la science le caractère plus ou moins ouvert et fermé de la science et un enjeu politique, stratégique et commercial. Science participative, c'est un peu la même face que la science ouverte. La science est forcément participative parce que quand on voit la complexité des enjeux qu'on a à traiter, on se rend compte qu'avec un seul point de vue, on risque pas d'y arriver et nous sommes tous, comme disait l'autre, des nains perchés sur des épaules de géants. Mais si je me permettais de remettre tout ça en perspective, je ferais référence au bouquin de Howard Baker, Les mondes de l'art, et au bouquin de Raymond de Moulin que vous connaissez, qui est fondateur, hein, l'art, l'institution, le marché, en se disant le monde scientifique, dans le monde scientifique, dans le champ scientifique, il y a une division du travail, il y a plein de spécialités différentes. Il y a les chercheurs durs qui travaillent avec l'industrie, il y a ceux qui sont un pied dans la fac, un pied dans le monde associatif comme moi par exemple, d'autres qui sont un pied dans la fac, un pied dans le monde médiatique parce que du coup ils sont les promoteurs des résultats des recherches, ainsi de suite. Il y en a qui sont un pied dans la fac, un pied dans un labo pharmaceutique, eux, ils gagnent un peu plus d'argent que nous. Donc il y a différentes positions comme ça possibles dans la division du travail. Est-ce que cette promotion des sciences ouvertes et des sciences participatives me donne l'impression d'assister? Ce à quoi cette promotion me donne l'impression d'assister, c'est une grande reconfiguration des rôles et des statuts des différents acteurs dans le champ scientifique et de la culture. Et Raymond de Moulin, Howard Baker, Raymond de Moulin qui a écrit L'art, l'institution, le marché. Je vois qu'il y a une question qui apparaît dans Converser. Et donc cette reconversion, elle donne lieu à des conflits, des luttes de pouvoir entre les différentes positions, des revendications avec des intérêts symboliques différents. Et ces mots très flous que sont la science ouverte, la science participative, sont des mots très pratiques parce que tout le monde peut s'y retrouver. Et que ça laisse finalement, ça met de côté les vrais problèmes que sont qui finance, qu'est-ce que c'est qu'un brevet, comment on rétribue les acteurs, etc. Et c'est le même problème qu'on retrouve dans le monde des makers. C'est pour ça que ça me servait d'introduction. Finalement, quand on dit on participe, c'est gratuit, c'est ouvert, c'est open bar, c'est l'auberge espagnole, finalement, on n'a rien dit des modalités concrètes d'organisation. Ce qui n'est pas une critique contre la science ouverte, je veux dire, je milite moi-même en faveur de ce genre de pratique depuis longtemps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à titre d'exemple chez les makers? Finalement, ce qui s'est passé chez les makers, j'entendais les collègues acousticiens discuter tout à l'heure, exposer En fait, ce qui s'est passé chez les makers, finalement, c'est presque une continuation, c'est business as usual. Il y avait plein de blagues sur les réseaux sociaux en disant c'est le confinement? Ah bon? Je m'en suis pas rendu compte. Avec un dessin de maker avec ses canettes de coca et ses boîtes de pizza enfermées devant son ordinateur depuis 6 mois, en mode bon, bah en fait, Pardon? Une question, est-ce possible de préciser ce qu'est un maker? Je pense que ce serait bien de. Ah, pardon, vous savez pas ce que c'est qu'un maker. Alors, un maker, en fait, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'il y a une maker peut-être aussi? Il y a et non, mais alors disons que le rapport. Vas-y sur maker, vas-y sur maker. Qu'est-ce que c'est qu'un maker? Alors maker, c'est un sujet à débat. Maker, c'est pareil, c'est un petit peu comme science ouverte. C'est un mot complètement flou qui cache. Alors les définitions, il y a alors des collègues du CNAM qui ont publié déjà 2 livres sur le sujet. Alors ça va me faire digresser un petit peu, hein, je suis désolé. Qui ont publié un livre sur. 30 secondes. 30 secondes, ok. Et qui rattache le mouvement des makers au courant de arts and crafts, au DIY, etc. Donc en fait, et mon avis, c'est qu'ils sont un petit peu plus du côté de la mythologie que du côté de la science, c'est-à-dire qu'ils font une généalogie a posteriori d'un mouvement qui est radicalement nouveau. Effectivement, cette généalogie, elle n'est pas complètement idiote, hein. Il y a des analogies structurelles entre les makers et le arts and crafts, dans le sens où les makers sont une nouvelle figure qui est adaptée à l'ère d'Internet, et c'est ça la singularité, une nouvelle figure d'un combat pour la réhabilitation ou pour, disons, dans le mouvement dialectique entre la standardisation de l'industrie et l'appropriation du bricolage, donc bricolage allant forcément de pair avec industrie, ils sont la figure opposée à la figure de l'ingénieur industriel. Mais c'est une figure dialectique dans le sens où une bonne partie des makers sont de fait des ingénieurs industriels.
Donc, c'est là où les collègues du CNAM, à mon avis, sont un petit peu dans la mythologie, et c'est pour ça que voilà, c'est que je pourrais développer, je vais bientôt sortir un papier là-dessus, donc ça sera Surtout accessible. qu'on arrive rapidement sur ce qui s'est passé Donc, pendant le voilà, confinement. les makers Donc, sont souvent des ingénieurs qui ont des compétences en impression 3D, programmation, etc., et qui sont engagés à titre personnel, le plus souvent à titre associatif, dans des Fab Labs, Makerspace, espaces de fabrication numérique, etc. Donc, ils sont des espaces plutôt accessibles au grand public, qui publient leurs fichiers en Creative Commons, etc., sur le réseau. Et donc, c'est en gros Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ingénieur industriel le jour et bricoleur débrouillard associatif la nuit, quoi. Bon. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde des makers? Donc, c'est la caricature du geek qui mange des pizzas et qui boit des bières ou des canettes de coca devant son ordinateur et qui participe à plein d'événements en ligne qu'on appelle hackathons, par exemple, qui peuvent être en ligne ou physiques, où en gros, il faut se réunir à 50, 100, 150 spécialistes et plancher sur un problème et trouver des solutions. Et en fait, ce genre de truc, ça arrive tout le temps. Il y a le hackathon, il y a eu des hackathons pour faire le compteur Linky, il y a eu des hackathons qui s'est très mal passé, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a eu il y a des hackathons, c'est business as usual. Et là, qu'est-ce qui s'est passé au début du confinement? Il y a eu une espèce de hackathon géant pour comment les makers peuvent aider les personnels soignants, les personnels en première ligne avec leurs compétences. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était évidemment beaucoup plus intense qu'en temps de hackathon normal. C'était plus intense et plus long. Ça a duré 2 mois. Bon. Quelque part, alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le truc le plus classique qui a été produit, c'est des visières. On estime aujourd'hui qu'il y a pas loin d'1 million de visières, peut-être un peu plus. On est en train de faire les comptes, qui ont été distribuées en 2 mois au personnel soignant gratuitement. Alors ça, c'est un truc très important, je reviendrai dessus en deuxième partie. On a fabriqué aussi des pousses seringues. Alors, il y a eu des relations avec les CHU. Alors, il y a eu deux grandes plateformes, une plateforme principale et 2 plateformes secondaires de rencontre des makers. Il y a eu le Discord de Mister Bidouille. Donc c'est un espèce de forum où se rencontrent les passionnés d'informatique, modélisation 3D, etc. La chaîne, le site, la plateforme qui a été créée par la youtubeuse Eliox, qui est aussi une figure du mouvement, et la plateforme Joggle au début, GOGL, Just One Giant Lab, qui est une plateforme internationale où il y a déjà des acteurs du monde médical, du monde scientifique et du monde du bricolage, si on veut, qui se rencontrent et qui planchent sur des projets communs. Et après, il y a Fabri Commun, une 4e plateforme qui a été créée avec Covid Initiative, qui n'était pas une plateforme. Enfin bon, il y a eu plusieurs trucs comme ça qui sont apparus aussi en cours de route. Et tout ça, ça a duré 2 mois. Et effectivement, ça a mis en relation des personnes. Bon, les makers étaient pas mal en relation entre eux-mêmes et chacun avait son propre petit réseau, était inscrit dans un réseau spécifique. Et là, ça a augmenté de taille et ça a mis en relation des gens de la PHP qui ont créé, donc Philippe Cochin de la PHP qui a créé une ferme de mini-imprimantes 3D, 60 imprimantes 3D qui produisaient en permanence des pousses seringues, des valves, des choses comme ça. Il y a eu des relations avec les CHU, le CHU de Grenoble en particulier, le CHU de Montpellier par exemple, qui ont donné des préconisations pour faire les bonnes visières qui allaient bien pour les soignants et ainsi de suite. Et donc, il y a eu cette espèce de mouvement de R&D ouvert en open source très rapide et très intense qui a permis après de faire diffuser des fichiers STL. Les fichiers STL, c'est les fichiers qui servent à piloter les imprimantes 3D et les fichiers qui servent à piloter les découpe laser pour fabriquer des visières principalement, un peu de pousse-seringue, un peu de valves et des prototypes de respirateurs. Il y en a eu 2, un à Nantes et un dans l'Oise, donc le prototype mûr et le prototype, le nom de celui de Nantes m'échappe, enfin bref, qui sont arrivés presque au stade de la pré-indus. Et puis aussi en parallèle, tu as quand même eu cette question des masques. Enfin, c'est qu'aussi que ce mouvement maker s'est aussi élargi finalement, Alors, qui n'était pas avec les connu. C'est aussi, enfin couturières. voilà. Absolument. Et il y a eu des ponts qui ont été faits très vite avec les couturières, donc c'était un peu, voilà, le versant féminin, c'est toujours très genré, hein, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et donc, Enfin, moi, je suis parti des couturières. Hein. personnellement, à part faire, moi j'ai été standardiste et les standardistes sont souvent, voilà, donc j'ai passé mon temps à faire du standard entre l'offre et la demande sur le marché de la visière. Et donc voilà, ça c'est un petit peu pour vous raconter, ça c'est ce qui s'est passé. Il y a eu combien finalement de
de modèles différents aussi pour avancer dans la discussion, parce que je te connais, tu pourrais en parler, on pourrait faire une après-midi avec toi. Alors, je ne voudrais pas revenir trop longtemps sur cette histoire de modèle. Je voudrais passer, parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, Ouais. passer à la deuxième partie et dire un petit peu quels ont été les effets. Alors, la mobilisation avait vu 800 articles dans la presse locale. Enfin, bon, c'était monstrueux. On a découvert le mouvement Maker. Le grand public a limite découvert le mouvement Maker à ce moment-là. C'est ça. Ça a vraiment aidé à la fois à populariser le mouvement Maker et à la fois aussi à l'aider à se structurer parce que finalement, il s'est retrouvé dans les makers qui jouaient sur des hackathons, etc., qui étaient, soit dit en passant, pour des raisons classiques de comment les institutions publiques et privées gèrent l'innovation en France. On fait travailler un peu comme les graphistes, tout ce qu'on veut. On fait travailler les makers gratos sur la base de concours. Et pour qu'ils continuent à bien vouloir travailler gratuitement, on les infantilise, on essaye de diminuer autant que possible leurs compétences pour qu'ils s'estiment heureux d'avoir gagné un concours. C'est bien, t'es gentil, t'as gagné un concours à l'innovation, bravo. Voilà, c'est le militant qui parle, mais vas-y, enchaîne sur la deuxième partie. Voilà. Donc ça, c'est le modèle de gestion de l'innovation. Et là, en fait, comme ils étaient dans une situation de force d'une certaine manière, le rapport de force s'est inversé avec l'institution et ils devenaient ceux qui apportaient à l'institution de quoi réussir à survivre. Bon. Ça a eu un impact. Alors, les deux impacts, c'est donc d'abord cette espèce de renversement symbolique qui les a obligés aussi paradoxalement à changer d'attitude. Parce qu'effectivement, beaucoup étaient militants, moi je le suis, mais un petit peu autrement, beaucoup étaient militants, mais vraiment contre l'institution. Et au moment où le rapport de force ne les mettait plus dans cette position d'infantilisation, ils ont été obligés de s'instituer et aussi de comprendre ce que c'était que les responsabilités des institutions. Et donc de chercher à se normaliser, à adopter une discipline et plus être dans une espèce de critique, ouais, l'institution c'est mal. Donc c'est là où on voit que dans les stratégies de gestion, il y a d'autres stratégies de gestion qui sont possibles que l'infantilisation, et c'est plutôt vis-à-vis de ça que je milite. Ça c'est en passant, mais c'est quand même très important. Et donc ça c'est un effet. Et le deuxième effet, et c'est pour cet effet-là finalement qu'on devrait être le plus reconnaissant, mais ce n'était pas volontaire, hein, donc c'était vraiment un effet de circonstance, mais c'est une bonne leçon à tirer, c'est qu'au moment où les makers se sont mis en branle et qu'ils ont allé emprunter les imprimantes dans les Fab Labs qu'on avait obligé de fermer, qu'ils les ont ramenées chez eux et qu'ils les ont fait tourner pendant 2 mois avec leurs bobines, leur électricité, leur temps libre, en fait, ils ont mis sur le marché des visières de protection gratuites, ce qui a empêché les industriels de la filière plasturgie de rentrer sur un marché où l'offre était beaucoup inférieure à la demande et d'établir un niveau de prix très très haut. Et en fait, l'introduction des makers sur le marché à prix gratuit a cassé la possibilité qu'il y ait des profiteurs. Alors, puisque le président appelait ça une guerre, a cassé la possibilité qu'il y ait des profiteurs de guerre. Donc ça, c'était capital. Et d'ailleurs, on voit bien que dès la sortie du confinement, et je m'arrêterai là parce que j'ai déjà trop parlé, après je pourrais vous parler si vous avez des questions sur les projets qui sont lancés grâce à ça, mais je voudrais finir sur cette idée, c'est que une semaine avant la sortie du confinement, des représentants de la filière plasturgie sont, alors là je le sais de source directe hein, parce que j'étais dans les négociations, des représentants de la filière plasturgie sont rentrés en contact avec Agnès Pannier-Runacher qui était à l'époque secrétaire à l'économie, je ne sais plus où elle en est maintenant, et lui ont demandé de classer les visières en EPI, donc équipement de protection individuelle classe 3, rétroactivement, c'est-à-dire en gros de rendre toutes les visières qui avaient été distribuées, alors que c'est exactement le même modèle validé par les CHU qu'ils allaient produire par la suite, de les rendre illégales pour avoir un marché et pour être sûr que s'ils adaptaient leur outil de production, ils allaient avoir un retour sur investissement suffisant. Le secrétariat d'État à l'économie a accepté le classement de l'EPI en classe 3, mais pas rétroactif, donc quand même c'était une manière d'éviter la bronca des soignants et des makers, et a construit une autre norme pour les visières que les makers voudraient continuer à distribuer, qui n'est pas un EPI classe 3, mais qui est un équipement de protection non pas de l'individu, mais de l'environnement. Subtilité normative, qui sera mon mot de conclusion. Merci Mathé. Là-dessus, je vais me tourner maintenant vers Pascal Ferry, qui du coup, lui, était derrière des machines potentiellement, ou une interaction dans un espace culturel. Pascal, peut-être en tout cas, comment vous l'avez vécu dans un espace bibliothèque avec justement si je ne me trompe pas, justement la possibilité d'interagir avec des machines dans vos espaces. Oui, alors en écoutant ce que disait Mattei, je buvais un peu du petit lait parce que j'avais l'impression qu'il avait été caché quelque part dans une de nos bibliothèques de la ville de Paris parce qu'il avait manifestement vu plein de choses auxquelles nous avions assisté. Donc dans le réseau des bibliothèques, en tout cas pour la ville de Paris, mais c'est le cas dans plein d'autres lieux, je ne pense pas que ce soit
comment dire, atypiques, on avait déjà des machines présentes, des machines à coudre, des imprimantes 3D, des découpeuses vinyles, bon, tout ce qui a fait un peu le quotidien ou le commun de l'actualité des makers pendant le confinement. Et au lieu de les emprunter, comme disait Mattei, pour les ramener chez soi et bricoler, nous on les a rassemblés dans une bibliothèque du 20e arrondissement et on les a fait tourner en permanence. Donc voilà, rien d'original là-dedans, sauf qu'on a concentré ça dans un de nos établissements et qu'on a eu l'autorisation de le faire assez rapidement et de faire un peu tout ce qui a été décrit jusque-là, c'est-à-dire relation avec la PHP des hôpitaux parisiens pour vérifier des besoins, d'abord vraiment prendre connaissance, trouver les bons protos, proposer des améliorations, se mettre en relation avec d'autres Fab Labs pour vérifier que ce qu'on pouvait faire avait un sens et répondait à un besoin. Discuter avec des soignants d'amélioration auxquelles évidemment nous on n'avait pas pensé, on n'est vraiment que des bibliothécaires, c'est-à-dire même si on peut bidouiller de temps en temps, on mettait là le pied dans un type de processus qu'on connaissait très mal. Et puis s'approprier des connaissances, y compris en vue de ce qu'allaient devenir les bibliothèques quelques semaines après, au moment de la réouverture, c'est-à-dire un vrai besoin de protection des agents, est-ce que oui ou non, on pouvait nous se substituer à des fabricants de pays, etc. Donc on a fait ça très vite, alors ça a été rapide. Pour dire les choses simplement et compléter ce qui a été dit pour ne pas répéter, on considère que pour nous, là, dans notre administration parisienne, direction des affaires culturelles, etc., ce moment très particulier, très exceptionnel a permis, de mettre en valeur et de légitimer davantage encore la place de ces bibliothécaires d'un genre un peu particulier, perçus toujours comme éventuellement comme des farfelus ou des gentils farfelus, mais bon, finalement, est-ce que tout ça était bien sérieux? Pour dire que l'information scientifique et technique, elle était aussi importante dans des contextes comme celui-là et que les bibliothécaires ne sont pas que des lettrés pouvant se mettre au service de la promotion du livre, mais bien d'autres formes de culture, premièrement. Deuxièmement, la possibilité également d'organiser un collectif qui était latent. Les bibliothèques de la ville de Paris, c'est 1200 agents environ, avec de ci, de là, quelques îlots un peu plus avancés dans l'univers de la bricole, de la bidouille et des makers, mais pas plus que ça. Ce groupe latent, finalement, s'est très très rapidement constitué comme un groupe hyperactif. Il y a bien sûr un noyau dur de militants, ceux qui ont porté l'essentiel de l'action collective à son degré d'incandescence, mais très rapidement, c'était aussi l'occasion de réfléchir à la manière de normaliser, de standardiser des procédures et les faire rentrer dans le cadre d'une administration publique qui, si elle voit d'un œil bienveillant les initiatives qui existaient jusque-là, avait quand même un peu du mal à les reconnaître pleinement. Donc un cadre, ça veut dire un cadre comptable, on achète des machines selon des marchés publics, on veut faire valider des procédures, ça veut dire peut-être consulter des CHS pour vérifier que ce que nous allions proposer à nos agents était valide, etc. Donc il y a eu tout un tas de moments où l'institution a bénéficié dans son ensemble finalement de ces initiatives et les a pleinement reconnues, intégrées et finalement ce mouvement maker a pris une place très très différente. Il y a eu un avant et un après très nettement. On était prêts en quelque sorte avant parce qu'il y avait beaucoup déjà d'initiatives, mais ces initiatives se sont en quelque sorte rendues indispensables, rendues utiles au service d'une communauté qui était celle des agents de la fonction publique territoriale, mais éventuellement de la communauté également de la ville de Paris pour les usagers. Et puis ensuite, on est allé un peu plus loin, il se trouve qu'on s'est dit qu'il y avait aussi des besoins qui n'étaient pas couverts et dont on ne trouvait pas de traces il n'y a pas trop de préoccupations. C'est qu'en est-il par exemple des publics spécifiques comme les publics sourds, où les bibliothécaires eux-mêmes peuvent être malentendants ou sourds. Est-ce qu'on allait avoir des protections à une époque où on était vraiment encore dans le flou? Est-ce qu'on allait avoir des protections qui prenaient bien en compte ce genre de préoccupations? Donc il y a eu une réflexion du prototypage forcément avec des couturières, bref avec des soignants également. Et là il a fallu inventer quelque chose qu'on ne trouvait nulle part ailleurs sur le marché. La discussion, les remarques que faisait Mattei sur le côté non marchand, en quelque sorte dans l'ADN du maker, il y a un refus catégorique ou en tout cas la volonté de contester la marchandisation du monde par des fabrications locales, et bien on s'est rendu compte que là, pour le coup, on avait quelque chose qui n'existait pas, qu'il fallait produire, dont il fallait tenir compte, et qu'il allait falloir produire de A jusqu'à Z. Donc des modèles de masques adaptés pour un public sourd ou malentendant. Donc ça a été le dernier moment de la production. Et puis tout le reste, que ce soit des
des mises en batterie de machines à coudre pour fabriquer des blouses ou des pyjamas pour les soignants, etc., en quelque sorte, relevaient du même mouvement. Il n'y avait rien de très, très original. Mais néanmoins, là, on avait quelque chose de, comment dire, institutionnellement hyper intéressant. Je ne sais pas dans quel autre contexte on aurait pu avoir ce genre de résultat. Reconnaissance, légitimation d'une pratique, mise en évidence du service que ça pouvait rendre à une communauté de professionnels comme du public, et qui en quelque sorte n'a pas été qu'une parenthèse. Désormais, on est passé à quelque chose qui est voilà, les bibliothèques, un acteur culturel très particulier dans une ville, sont aussi capables de prendre une place importante dans la production de savoir et l'appropriation de ces savoirs techniques en un temps très très rapide. Merci Pascal pour ce témoignage. Voilà, on voulait vraiment avoir ce trio voilà, là-dessus. Ce qui ressort beaucoup quand même de nos discussions, c'est eh ben effectivement, c'est les discussions, les interactions institutions et lieux. On évoquait tout à l'heure avec Yvan la question de aussi trouver des espaces et de dialogue des interlocuteurs ou des sites. On voit que finalement c'est une mosaïque aussi de structures, hein, que ce soit des bibliothèques, des Fab Labs, des centres de sciences, qui sont des espaces finalement d'interaction, des opérateurs aussi locaux, hein, et territoriaux. Enfin, on n'a pas le temps d'échanger là-dessus, mais cette question de l'ancrage aussi territorial, on l'a dit, quand les réseaux sont constitués déjà. Je me permets juste moi de préciser aussi l'exemple que l'on a eu nous en Normandie avec Usine Partagée, puisque le Dôme, en l'espace de 15 jours, a pu réunir plusieurs dizaines de structures, réunir plus d'une trentaine de machines-outils, et en l'espace de 15 jours, réunir acteurs de la recherche, de l'entreprise, de la santé, makers, bénévoles, salariés et personnels pour créer une usine distribuée, usine comme ça partagée sur l'ensemble du territoire normand pour répondre à ces productions-là. Donc, trouver des espaces et des lieux qui sont à la frontière entre l'institution, qui la comprennent, qui dialoguent avec elle et qui connaissent aussi la question de qu'est-ce que c'est que la recherche, qui peuvent aider à faire du fake news. Voilà, peut-être qu'il y a des choses là-dessus. On a aussi parlé voilà, plateforme en ligne. Je vais essayer de voir sur les nombreuses questions et qu'on n'aura pas forcément tout le temps de prendre qui ont pu s'égrener. Alors, certaines ont déjà été répondues. On a déjà fait un petit peu la part sur faire le tri un petit peu sur qu'est-ce que c'est que Open Science, les communs, pas les communs et autres. Ce qui m'intéresse peut-être, Mathé, c'est que tu mettes dans les liens, si tu as une revue de presse, en tout cas, sur tout ce qui a pu être dit sur les makers, le mouvement maker et autres, peut-être mettre un petit lien dans les chats et les commentaires. On essaiera de le récupérer. Là, je me tourne vers mes collègues animatrices, Alexandra ou Marie. Peut-être si vous aviez une question qui vous semble importante, au-delà des questions de reconnaissance, parce qu'on pourrait aussi largement en parler, de cette question de comment se fait la reconnaissance ici. Mais alors, je vous laisse peut-être me sélectionner, Alexandra ou Marie, une question parmi toutes celles que vous avez vues passer. Et moi, je soumets dans ce cas-là à Yvan et peut-être à Mathé, mais d'abord à Yvan, la question de est-ce que vous imaginez, vous, des outils pour cette reconnaissance mutuelle, parce que l'open et le commun aussi nécessitent des échanges entre interlocuteurs différents, et comment est-ce qu'on permet cette reconnaissance mutuelle? Yvan en premier lieu et puis après Mathé. Je remets mon micro, mais effectivement, je pense qu'il manque, et il y avait une question en tout cas, sur notamment les sites participatifs qui permettent en fait de pousser de la vulgarisation scientifique. Il manque certainement, c'est un point d'entrée, un point d'ancrage. Il y a eu beaucoup d'initiatives. On a très peu de visibilité. Alors peut-être que chacun dans son secteur, on a une visibilité, mais en fait, on a très peu de visibilité sur tout ce qui a été mis en place. Bon, je me permets, puisque Mattei parlait du CNAM, dans ma vie précédente, j'ai été 7 ans directeur de la communication du Conservatoire national des arts et métiers et du Musée des arts et métiers. Donc effectivement, nous aussi, on a développé pendant cette période-là, on a développé 2 grandes initiatives. En fait, on avait développé tout un cycle de vidéos où nos enseignants-chercheurs, chacun dans leur spécialité, essayaient de décrypter en fait la crise. À Cynthia Fleury, philosophe, jusqu'à Arnaud Fontanet, épidémiologiste, sur une 15-20 de minutes. Et on avait développé aussi ce qu'on avait appelé un calendrier de confinement, et tous les jours, en fait, on poussait quelque chose qui avait à voir avec la culture scientifique et technique. Mais sur toutes ces initiatives, il manque certainement quelque chose, c'est quelque chose qui les rassemble. Qui les rassemble dans deux choses. Ça permet la mutualisation, d'une part, et ça permet de donner de la visibilité à ces différentes initiatives, première chose. Et deuxièmement, ça donne un point d'accès commun
à tous ceux qui, enfin citoyens ou associations ou entreprises enfin, ou peu importe, qui peuvent être intéressés par ça. Et il manque certainement en fait ce lieu de rencontre entre des initiatives et des personnes qui sont intéressées, soit pour y participer, sciences participatives, soit pour aller voir les résultats de la science ouverte, soit pour essayer en fait d'appréhender un problème qui est traité par la science, culture scientifique, technique et voilà. Et je pense qu'effectivement, ça a été aussi un des grands révélateurs et on voit très bien que les expériences, il y a eu plein d'expériences qui ont été faites. Alors que ce soit sur des expériences comme le site Sciences en Live, Éco des Sciences, etc. Il y a beaucoup de structures qui ont essayé aussi de fédérer un petit peu les initiatives qu'il y avait juste à côté d'elles. Il y a le ministère, c'était sous l'égide de la DGCIP, qui a essayé effectivement, elle aussi, de demander aux différentes universités en fait de mettre, enfin de populariser, de vulgariser ce qui a été fait. Mais il n'y a pas eu ce lieu d'ancrage qui permet en fait un véritable dialogue entre les différents acteurs. Et comme on parle, parmi ces trois choses, comme on parle quand même de relations entre sciences, recherche et société, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas justement ce point d'ancrage qui permet un véritable dialogue entre les différents acteurs. Alors, je pense qu'il y en a peut-être localement, il y en a, mais il n'y en a peut-être Oui, pas oui. un seul guichet unique, mais c'est vrai qu'il y en a une diversité. Mathieu, mot de la fin, du coup, là, Ouais, sur cette idée de la reconnaissance, alors, à propos de cette vraiment de la histoire reconnaissance. de lieu et de reconnaissance, du lieu de la reconnaissance, le lieu de la reconnaissance, c'est toujours l'institution. Maintenant, dans une période de transition comme ça, on peut avoir des institutions. Mon maître en sociologie, c'est Jean-Daniel Reynaud, donc c'est un ancien titulaire de la chaire de sociologie du travail du CNAM aussi, donc je suis très attaché à cette institution. Euh, donc Jean-Daniel Reynaud appelait ça des institutions de régulation conjointe et en matière de partage et de sciences ouvertes. Et c'est ce à quoi on travaille là avec, entre autres, la Fabrique des Mobilités, le réseau Tilios, le réseau français des Fab Labs. C'est à mettre en place une espèce de wiki, un Wikipédia de toutes ces initiatives de fabrication partagée, de fabrication distribuée, français, francophone d'abord, et puis évidemment après on va essayer de le... Et donc le réseau français des Fab Labs milite en ce moment, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces programmes qui sont longs et compliqués à mettre en place. Donc il y a ce lieu virtuel collaboratif, participatif, dont les modalités de contribution sont vraiment à regarder avec attention de manière à ce qu'il n'y ait pas d'abus, d'appropriation privée du travail Ok, individuel, etc. Donc on sera très vigilant à ça. Donc le lieu partagé, un espèce de Wikipédia, Wikifab, Wiki, etc. Et pour la reconnaissance et les relations avec les institutions, c'est un work in progress parce qu'on voit bien que tout ça est en train de se transformer. On est en train d'essayer de réinternaliser une partie de la production. Du coup, les rapports de force doivent changer aussi en interne entre les travailleurs, les planificateurs, etc. C'est un chantier qui est assez long, auquel on veut s'associer, les associations de makers et autres. Et on espère que ce choc de la crise et ce qui leur a permis de mettre en évidence va nous permettre de le faire dans des conditions et dans un état d'esprit positif. très bien. Merci à toi, merci à vous. Je vais laisser la